Écoutez une vidéo par le docteur Dupagne, qui est justement le responsable du site atout.org, atout.org, qu'il a faite pour nous, pour ce séminaire. Bonjour à tous, je salue donc les participants à la première journée internationale sur l'indépendance médicale et je remercie Philippe de Chazourne de m'avoir permis de communiquer avec vous par cette vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. L'indépendance, écoutez, je vais vous donner mon point de vue à partir de quelques questions-réponses. C'est compliqué l'indépendance et je voudrais pouvoir détailler certains éléments qui me tiennent à cœur. Le premier élément est de savoir si les liens d'intérêt sont financiers exclusivement. Bien sûr que non, nous savons tous que les liens intellectuels, les liens affectifs jouent un rôle très très fort dans les conflits d'intérêts. Ça peut être une thèse que l'on porte depuis longtemps et qu'on ne veut pas contredire. Ça peut être un point de vue qu'on a défendu avec force depuis plusieurs années. Et même si la science d'un seul coup nous apprend que ce point de vue n'est plus valable, mais on a tendance à ne pas vouloir se déjuger. Ça peut être le travail ou la thèse d'un ennemi ou d'un concurrent que l'on ne veut pas promouvoir et qu'on va combattre. Il y a 1000 raisons d'avoir un lien d'intérêt non financier pour sa carrière, sur le plan affectif, tout est possible et donc il ne faut surtout pas réduire le lien d'intérêt à un lien financier, c'est très important. Est-ce qu'un simple petit cadeau ou une invitation peut suffire à créer un lien d'intérêt ? Souvent, on entend des gens dire « Bon, moi j'ai été invité au restaurant, mais c'est pas pour ça que je vais changer mes prescriptions, c'est pas pour ça que je vais changer mon point de vue. » C'est faux, bien sûr, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que toutes les études de sociologie ont montré que les petits cadeaux créent des liens forts, car nous sommes programmés quasi génétiquement pour rendre l'appareil aux gens qui nous offrent quelque chose et d'en faire un retour d'affection, un retour de cadeau. Et l'autre chose, c'est que les gens qui payent ces restaurants, qui payent ces petits cadeaux ne sont pas stupides, et s'ils le font, c'est tout simplement parce qu'ils ont un retour sur investissement, et ils continueront de le faire tant qu'ils auront un retour, c'est-à-dire qu'ils arriveront à influencer les gens qui sont les récipiendaires de ces cadeaux. Est-ce que le fait d'avoir de nombreux liens les additionne? Est-ce que les liens multiples font que l'on devient indépendant? On entend parfois ça dans la bouche de certains experts qui disent « Oh ben moi je travaille avec tous les laboratoires, donc finalement je suis indépendant ». Bon, c'est complètement faux, bien sûr. Les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent. Plus on a de liens, plus on a de chances d'être influencé, et c'est une aberration de penser que ces liens puissent s'annuler. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait du coup je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens, mais on l'entend encore régulièrement. Qui ont des conflits d'intérêts bruyants qui s'expriment sont des gens fondamentalement malhonnêtes. Honnêtement, je ne pense pas. Il y en a, bien sûr, qui sont tout à fait cyniques et qui savent ce qu'ils font et qui jouent leur carrière, qui jouent leur rémunération, mais la plupart du temps, le conflit d'intérêts agit de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il va influencer notre façon de penser, d'agir, sans que nous en soyons conscients. Alors, parfois, ça nous arrange aussi de ne pas en être conscient, mais il faut bien être clair sur une chose. L'inconscient est en première ligne dans le conflit d'intérêts, et les choses que nous faisons et qui pervertissent notre jugement parce que nous avons des liens d'intérêt, sont la plupart du temps, se font en dehors de notre volonté. Et j'ajouterais que ceux qui prétendent, comme je l'ai déjà entendu, qu'ils ne croient pas à l'inconscient, au-delà du caractère grotesque, bien sûr, de cette affirmation, sont certainement et probablement, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir, les gens qui sont les plus influencés. Le fait de nier le fait de pouvoir être influencé est une des choses les plus graves et les plus porteuses de conflits d'intérêts qui existent. Est-ce qu'on peut n'avoir aucun conflit d'intérêts? Honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile, ne serait-ce qu'avec son patient, avec l'assurance maladie, avec l'image qu'on veut se donner. Nous avons tous des conflits d'intérêts. Le drame serait de penser que puisque nous avons tous des conflits d'intérêts, finalement c'est un problème qui n'est pas important, comme on le lit parfois ou on l'entend. Non, il faut simplement savoir que le but est de minimiser, de limiter au maximum ces conflits d'intérêts. Il y en a qui sont absolument impossibles à évacuer. Tant qu'on est un être social qui interagit avec son environnement, on a des liens, et quand on a des liens, on a donc des conflits. Mais il est évident que nous avons tous plus ou moins des conflits et que nous devons tendre vers la moindre dépendance possible. L'indépendance absolue est une sorte de Graal qu'on est rarement en situation d'atteindre, mais c'est un but vers lequel on doit aller. Et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas être totalement indépendant. En revanche, il ne faut pas accepter l'idée qu'on n'a pas tout fait pour être le plus indépendant possible. Je voudrais d'abord dire que je trouve que cette vidéo est un très bon point de départ, parce que Dominique Dupagne a abordé pratiquement tous les points importants et tous les points qui éventuellement peuvent faire question. Alors, moi je suis d'accord avec pratiquement tout, même s'il défend une position très rigoureuse, et j'aurai l'occasion d'exprimer cet après-midi les difficultés qu'une telle position rigoureuse
peut créer. Mais il y a un point sur lequel je souhaiterais qu'on ait l'occasion de discuter dans la journée. C'est le premier point qu'il a abordé sur la nature des conflits d'intérêts non financiers. Parce que ça, c'est très difficile. Jusqu'où aller? Si on va sur des conflits d'intérêts, on va dire philosophiques, moraux, religieux, on a un risque de dérive important. Alors moi, je pense que les conflits dits intellectuels doivent être considérés quand ils sont sous-tendus par des conflits financiers. Je voudrais dire à quel point je suis d'accord avec vous, et pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler, si vous ne le savez pas, que la Haute Autorité de Santé a publié une réflexion sur les thérapeutiques non médicamenteuses. Alors, malheureusement seulement dans 2 domaines, la prévention des accidents cardiovasculaires et le traitement de l'insomnie. Et nous avions réfléchi aux raisons pour lesquelles les thérapeutiques non médicamenteuses ne se développaient pas en France. Et je vous rappelle que la France reste le numéro 1 en Europe de la consommation des somnifères, sans pouvoir réellement le justifier. Et malgré tous les efforts qu'ils ont faits depuis plusieurs années. Alors, parmi les raisons, il y avait celle que vous avez dites, notamment celle capitale, qui est que pour un médecin, il est plus facile de rédiger une ordonnance de médicaments que de prendre le temps d'expliquer pourquoi il ne la fait pas. Et comme le coût de la consultation fixé par l'assurance maladie ne tient pas compte du temps passé à expliquer les choses, ben effectivement, de facto, il y a un blocage d'ordre financier au développement des thérapeutiques non médicamenteuses. Mais on avait aussi insisté sur le fait que psychologiquement, un malade considère qu'il n'a pas été pris en compte et qu'il n'a pas reçu l'écoute de son médecin si le médecin ne lui a pas donné à la sortie une ordonnance. Donc on avait insisté sur le fait qu'il serait bien de faire une ordonnance, rédiger une ordonnance de traitement non médicamenteux. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la notion de rapidité du résultat. On est dans une société où il faut aller vite. Et le patient, il veut avoir un résultat rapide. Alors si on prend l'exemple de l'insomnie, c'est vrai qu'il y a des tas de moyens, et à l'HAS, on a travaillé là-dessus, et on vient de faire une campagne pour lutter contre le mésusage des somnifères, notamment chez le sujet âgé. Il y a des tas de moyens, mais ils ne sont pas rapides. Et c'est vrai que quand quelqu'un veut avoir un bénéfice rapide, ben c'est plus simple de prendre une benzodiazépine. Donc voilà, il y a des raisons très multiples pour expliquer le non-usage des thérapies non médicamenteuses. Et je pense que déjà le fait de vous écouter et de se rendre compte que les problèmes existent et de savoir où sont les problèmes, ben peut-être ça nous permettra de progresser. Ont annoncé qu'une nouvelle épidémie était en train de se répandre, le syndrome de déficit motivationnel. Selon le British Medical Journal, une personne sur 5 pourrait souffrir du syndrome de déficit motivationnel, disent DEM. Or, il apparaît que la grande majorité ignore jusqu'à l'existence de ce fléau. Le syndrome de déficit motivationnel fut à l'origine découvert par une équipe de l'université de Newcastle, dirigée par le réputé professeur Letargos. C'est un tout nouveau type de pathologie qui se manifeste sous plusieurs formes. Nous avons remarqué que les malades peuvent éprouver, par exemple, d'énormes difficultés à se lever le lundi matin, ce qui n'est pas trop grave en fait. Mais lorsque une crise aiguë survient, les malades risquent de ressentir une vraie démotivation à respirer, ce qui peut leur être fatal. En partenariat avec la firme pharmaceutique Healthtech, le professeur Letargos réalise des essais cliniques sur un nouveau médicament, l'Indolaban, qui montre déjà des résultats très prometteurs. Avant de prendre ce médicament, je passais mon temps à la plage. J'y allais et je restais toute la journée. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus faire le ménage chez moi, je ne pouvais plus jardiner. Finalement, j'ai été licencié, je ne pouvais plus travailler. Toute ma vie, on m'a pris pour un fainéant. Maintenant, on sait que j'étais malade. En fait, énormément de gens pensent être paresseux alors qu'ils souffrent comme moi d'un syndrome de déficit motivationnel. Il apparaît évident que le syndrome de déficit motivationnel est sous-diagnostiqué, sous-évalué et largement sous-traité encore aujourd'hui. Le professeur Argos est désormais très demandé dans les colloques internationaux, où il présente les conclusions de ses recherches. Would like to know is if you have other examples of disease mongering in other areas of
health? I think there are many examples. One example that people are familiar with is the attention deficit disorder for children. Another example, a very powerful example, is the creation of female sexual dysfunction. Particularly in the United States, there is a very strong push to create a new illness called female sexual dysfunction. We have, I should say that one of the things that I am doing right now, one of the pieces of research as part of my doctorate, is that we are looking, as a group of researchers, we are looking at many common diseases: hypertension, cholesterol, ADHD, dementia, and chronic kidney disease. And we are looking at the expert panels that are changing the definitions of these conditions. And we are looking at the decisions those panels make, and we are looking at the financial ties of those panel members. And we are just finishing our study. We have some fascinating results that we hope to publish very soon. But we think this is very important given the problem of overdiagnosis, which is increasingly being recognized across many conditions. Most recently, of course, with breast cancer screening. Très heureux de vous recevoir. Cher Monsieur Ilfou, très heureux de votre convocation combinatoire et je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à vous, représentant de l'autorité. L'autorité multiple. Ah, docteur, voyez, nous sommes redevables de la santé des Français et des finances de la France et nous avons détecté en vous, grâce à nos comparaisons informatiques, un profil atypique. Vous voulez parler sûrement de mes malades polymédicamentés, polypathologiques. Bien sûr qu'ils sont atypiques. Ils sont atypiques par rapport aux malades idéaux, moyens, formatés. Bien sûr, qui fait référence, bien sûr, mais où c'est qu'on le consulte, ce malade idéal? Bonne défense, mais je vous suggère de suivre les recommandations dont l'HAS vous abreuve régulièrement afin d'optimiser vos prescriptions. Ah, mais je lis toutes les publications. Seulement, il faut remarquer que certains avis d'experts apparaissent quelquefois un petit peu orientés, voire sujets à discussion. Ah, je vous vois venir avec votre suggestion de conflit d'intérêts, mais sachez que nous sommes très vigilants désormais. Ah, j'apprécie le désormais. Oui, nous dirons alors peut-être que vos études sont peut-être biaisées, les études qui sont à l'origine de vos sciences sont peut-être biaisées, un petit peu incomplètes, ou peut-être que c'est très difficile à interpréter avec ce fameux écart type petit p là qu'on retrouve partout. Bon, enfin, quelquefois, il faut bien avouer que évidence dans l'éprouvettes ne signifie pas la loi sur le terrain. Bon, et je ne vous parle pas de l'effet placebo qui échappe à toute statistique. Il reste les fondamentaux. Ah oui, primum non nocere. D'abord, il ne faut pas nuire. Et puis, errare humanum est, l'erreur médicale est humaine. En tout cas, pour éviter les erreurs, nous vous recommandons de vous former régulièrement afin de remettre en cause vos connaissances. Oui, certes, dans des filières, mais dans des filières libres de tout financement un peu parasite ou de tout sponsor prompt à organiser des congrès bien exotiques. Bon, de toute manière, je vous rassure, nos patients sont vus par des spécialistes universitaires, des spécialistes privés qui, normalement, assurent à nos patients le suivi médical, le suivi scientifique le plus près possible de l'actualité. Toutefois, il faut que tout le monde joue le jeu. Et il faut bien sûr que ces spécialistes jouent aussi le jeu des prescriptions libres de toute interférence. Et là, il faut avouer qu'il y a un problème. Imaginez si je dis à un patient, monsieur, vous avez vu tel spécialiste, mais en définitive, on ne suivra pas son avis. Alors que le patient, lui, considère que le spécialiste, bien sûr, c'est une référence. Vous voyez ce que le problème? À vous de gérer, docteur Vepas, vous êtes au confluent et donc au centre du suivi de vos patients. Certes au confluent, mais pas aux commandes. Le dossier médical partagé vous aidera. Oh là là là, encore une nouvelle usine à gaz. Vous savez, j'ai connu le carnet de suivi médical, un petit carnet dont la longévité, je pense, n'a pas dépassé la longévité du petit canari dont il avait la belle couleur jaune.
En tout cas, êtes-vous prêt à suivre les recommandations de la sécurité sociale? Ah, tout à fait, tout à fait. Je suis prêt parce que je suis pour la rationalisation des prescriptions, c'est sûr. Toutefois, mettre des objectifs chiffrés et ensuite poser comme prémisse qu'on touchera une récompense si on suit bien les objectifs chiffrés qui ont été indiqués par la Caisse ou par d'autres autorités, tout cela me paraît quand même poser un problème. Est-ce que le médecin devient un chasseur de primes? Est-ce que la relation malade-médecin ne va pas justifier un certain parfum de suspicion pour les malades? Je vois que vous faites partie de l'espèce des sceptiques. Ah, mais je prescris l'antiseptique, ne vous inquiétez pas. Hein. Puisque j'ai le micro, je voudrais en profiter pour faire une petite précision en réponse à l'intervention de Madame la procureure de la République, pour bien rappeler que la Haute Autorité de Santé a le statut d'autorité publique indépendante, ce qui veut dire en particulier qu'elle est indépendante de l'État. Et son rôle, c'est de donner des conseils à l'État. L'État prend les décisions en fonction des conseils qu'on lui donne. Mais en revanche, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Alors pour le reste, bon, je m'attendais bien à ce genre de petite pique. Là, c'est sur le mode humoristique, mais il n'y a pas de problème, j'assume. On verra tout à l'heure, je vous expliquerai les difficultés que l'on peut rencontrer dans la pratique, parce qu'il y a l'idéal et puis il y a la pratique. Une chose importante, c'est que nos recommandations, pour l'instant, ne sont pas opposables. Elles ne sont pas opposables. Elles représentent l'état de l'art, mais elles ne sont pas opposables. Alors, elles ne sont peut-être pas parfaites, et surtout, elles ne sont pas assez actualisées. On a besoin de les actualiser davantage. L'un des problèmes, c'est que pour les actualiser, il faut trouver des experts, et en particulier des experts indépendants. Merci à Philippe. Je crois que le propos de Raymond Niane, c'est l'extension du diagnostic. Bien sûr qu'une personne qui se casse le col du fémur en descendant le trottoir, c'est bien embêtant. Ça va l'hospitaliser, elle va faire une embolie pulmonaire, elle va peut-être mourir, elle va rester handicapée, c'est dramatique. Mais pour une qui se casse le col du fémur comme ça, est-ce que ça c'est l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est pas la fracture. L'ostéoporose, c'est la densité osseuse qui est plus faible à l'examen, etc., définie en comparaison à des gens qui ont 30 ans, alors que là, on s'intéresse à quelqu'un qui en a 85. C'est ça le problème. Le diabète, bien sûr que le diabète de type 2, c'est une vraie maladie, mais qui définit les objectifs thérapeutiques, qui définit les critères diagnostiques? Si on vient aux objectifs thérapeutiques, on nous a dit que l'hémoglobine glyquée, il faut la faire baisser le plus bas possible. Ah bah puis on voit que quand on descend en dessous de 7% d'hémoglobine glyquée, la mortalité augmente. La mortalité augmente. Les gens, ils sont plus diabétiques, ils sont pas trop sucrés, mais ils sont morts. Non d'une pipe, on va pas accepter ça. Bien. Donc il y a des vraies maladies, mais attention à l'exagération. Bien sûr, l'hyperactivité avec déficit de l'attention, là, ça existe, elle a raison notre collègue. Il y a des enfants qui sont en grande difficulté et de leurs familles qui sont en grande difficulté. Ils sont très rares. Est-ce que ça explique que depuis quelques années, la consommation en France de méthylphénidate, la Ritaline, Concerta, etc., est multipliée par 4? Non. C'est exagéré, c'est exagéré. Il y a beaucoup trop de gens exposés à des médicaments dangereux, puisque tous les médicaments sont dangereux, à part le placebo, les vrais placebos. Donc, c'est bien une question d'exagérer les critères diagnostiques et les objectifs thérapeutiques. Le procureur n'a pas bien compris le principe du paiement à la performance, donc je voudrais bien insister là-dessus. Et revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que finalement, se faire une permanente chez le coiffeur, ça coûtait plus cher que d'aller chez le médecin. Les médecins français, tout médecin français, gagne moins d'argent que les médecins de 10 autres pays de l'OCDE. Une étude à laquelle la HAS et la CNAM ont participé, et en particulier les médecins généralistes sont ceux qui ont les revenus les plus bas par rapport aux autres pays, on va dire développés, anglo-saxons, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Le problème, c'est que le C, je reviens dessus, est très bas. Et donc, le C, c'est le tarif d'une consultation, en l'occurrence à La Réunion, c'est 27,60 €. Donc, l'un des problèmes de la médecine française, c'est qu'il y a le paiement à l'acte pousse à la consommation de l'acte. Et donc l'assurance maladie est en train de réfléchir, et je pense qu'elle ne le fait pas assez vite, à d'autres modalités de paiement
Madame de Singlé, directrice de l'ARS, a parlé de l'organisation du parcours de soins. Ça ne sera possible que s'il y a d'autres types de financement, et en particulier des financements de type forfaitaire. Et ce à quoi on faisait allusion quand on parlait de paiement à la performance, c'est effectivement un peu choquant intellectuellement, puisqu'on va récompenser des gens qui travaillent bien. Et on se dit que normalement, tous les médecins travaillent. Bah si, c'est ça, c'est le paiement de la qualité. C'est pas... la qualité a été définie par l'assurance maladie, effectivement, et elle n'est que partielle. Elle n'est que partielle. Mais... Non, mais je dis simplement que sur le principe, ça peut être choquant, mais que c'est une façon effectivement de sortir du paiement à l'acte, et si 98% ou 97% des médecins ont accepté, c'est parce que d'une certaine façon, c'est un autre mode de financement de leur activité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il faut réfléchir à d'autres modalités de financement des médecins. Bref, merci. Je pense qu'une chose est la gravité du problème de santé, autre chose est l'énergie et les moyens qu'on doit employer. C'est sûr que l'excès de cholestérol chez certaines personnes, c'est mauvais pour la santé. Ils finissent par faire des infarctus et ils en meurent. Dans les années 70, il y a eu un essai financé par l'OMS, le clofibrate, l'Ipavelon pour les anciens, là. Voilà, clofibrate versus placebo, chez les gens qui ont trop de cholestérol. Génial, le cholestérol baisse. Génial, l'infarctus baisse. Mince, la mortalité augmente. Le clofibrate, ça augmente certains cancers digestifs et la mortalité augmente. Non d'une pipe. Une chose est le problème de santé, autre chose est les moyens qu'on utilise. C'est pas parce qu'on a des bonnes intentions et qu'on est actif sur certains critères intermédiaires qu'on rend service aux gens. Le cancer du sein, c'est moche. Il y en a qui en meurent, qui en souffrent pendant des années. Il y en a dans la salle qui connaissent ça. Il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Les données de la science, aujourd'hui, c'est que le dépistage par mammographie dans la population générale entre 50 et 74 ans, il n'est pas prouvé que ça diminue la mortalité totale et il n'est pas prouvé que ça diminue la mortalité par cancer du sein. Et il est prouvé que ça augmente les effets indésirables, évidemment, parce qu'il y a plein d'activisme, parce que les machines sont performantes et on trouve plein de petits cancers qui ne demandaient rien à personne et que personne n'aurait vu si on leur avait foutu la paix, et la femme avec. Bon, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je fais rien du tout, je suis ni pour ni contre le dépistage du cancer du sein, je suis contre le cancer du sein comme tout le monde. Les techniques, moi je me fie simplement à ceux qui font la synthèse méthodique des données. Et vous pouvez tous aller librement sur le site internet de la revue Prescrire, voir la vidéo de Peter Gutsch, qui est un homme, un spécialiste, un universitaire danois, qui a passé beaucoup de temps à faire des méta-analyses et des synthèses méthodiques de toutes sortes de données sur toutes sortes de sujets. Puis il y a quelques années, il s'est intéressé au dépistage du cancer du sein. Et il s'est dit, mais on nous raconte des salades, ça ne marche pas cette histoire. Voilà, alors vous pourrez les voir librement sur le site de Prescrire, ses explications et ses références scientifiques. Et c'est une présentation qu'il a fait à Prescrire au mois d'octobre 2012, il y a donc environ 2 mois, à peine, 7 semaines. C'est des données à jour. Je ne vais pas avoir le temps de donner toutes les missions de la Haute Autorité de Santé, mais elles sont beaucoup plus larges que celles du NPS, puisque en particulier, comme je viens de le dire, nous évaluons les produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, actes médicaux, en vue de leur remboursement et de la fixation de leur prix. Puis nous avons des activités bien connues, comme la certification des établissements de santé, l'accréditation de certains professionnels à haut risque, en addition à nos activités de recommandation de bonnes pratiques et de guides pour les affections de longue durée. Alors pour toutes ces actions, nous bénéficions d'un statut particulier que je souhaite rappeler. Nous sommes une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Et ça veut dire que nous avons 2 critères associés, mais qui sont capitaux. C'est d'une part, on est tenu à une rigueur scientifique et d'autre part, on est tenu à une indépendance intellectuelle. En particulier, c'est la différence par exemple avec l'assurance maladie. On n'est pas dépendant de l'assurance maladie, on n'est pas dépendant du gouvernement. Donc on donne des avis, généralement on ne prend pas de décision, on donne des avis, mais qui sont effectivement indépendants de tout le monde, aussi bien l'industrie pharmaceutique que le gouvernement, que les syndicats médicaux et que les associations de patients. Alors évidemment, ce n'est pas facile de maintenir cette indépendance quand éventuellement elle peut être opposée. Alors, très rapidement sur notre politique de gestion d'intérêt. C'est un sujet extrêmement difficile et je ne pense pas qu'il faille que vous restiez avec l'idée que tout est facile, il n'y a qu'à.
C'est pas aussi simple que ça dans la pratique, et je voudrais vous dire pourquoi c'est pas aussi simple que ça dans la pratique. La première chose qui me semble indispensable, c'est la transparence, c'est-à-dire la déclaration de tous les liens d'intérêt. Alors, ça va être inscrit dans la loi, on a fait allusion à la déclaration par l'industrie pharmaceutique, il va y avoir un Sunshine Act à la française qui va obliger les industriels à déclarer ce qu'ils versent à tous les professionnels de santé et aux patients. Mais on revient de loin. Je veux dire, c'est facile de critiquer, mais en France, la notion de transparence n'existait pas. Moi, je l'ai connue parce que je travaille beaucoup avec les pays anglo-saxons. Quand on va dans un congrès, quand on publie un article, on met ces liens d'intérêt. En France, c'est nouveau. C'est tellement nouveau que, et je pense que c'est important pour les amis qui nous critiquent, c'est quand il y a une recommandation qui s'étale sur 2 ans, elle a commencé avant Mediator et se finit après Mediator. Avant Mediator, on a une liste de DPI. Après Mediator, elle change. Elle devient plus importante. Curieux. Des conflits d'intérêts qui n'étaient pas déclarés, subitement deviennent déclarés. Vous imaginez pour nous le casse-tête quand on a commencé une recommandation et que subitement on apprend que quelqu'un qui n'avait pas déclaré, à cause de la loi de sécurité sanitaire, il pense préférable de... Bon, voilà, c'est un changement de mentalité, vous y contribuez, mais ça se fait lentement. Alors ça va se faire plus vite maintenant et j'en suis heureux. Deuxièmement, ce qui pour moi est capital, c'est la pluralité. Et Lynn Weeks l'a très bien dit, et Agnès n'a pas été assez précise dans sa traduction, elle a dit que pour trouver des experts dans certains domaines, il y a malheureusement des difficultés parce que beaucoup d'experts ont été impliqués dans les essais cliniques sur les drogues. Et donc ce qu'ils essaient de faire, c'est de pondérer avec un expert qui n'a pas été impliqué. Donc la pluralité. C'est la même chose pour les conflits professionnels. Quand vous avez des chirurgiens, l'un qui est partisan prostatectomie totale et l'autre qui est partisan du laser, on est obligé de pondérer. Alors, je ne prends pas l'exemple de l'Alzheimer, célèbre ici, mais c'est vrai qu'il y a le point de vue des neurologues, le point de vue des généralistes. Donc il faut qu'on tienne compte de la pluralité. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, et j'ai bien compris ce qu'a dit Dominique Dupagne. Moi, je pensais qu'on pouvait avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique et garder son objectivité. Sincèrement, je le pensais. Et beaucoup de médecins experts le pensent. Or, il le dit, et il a peut-être raison, à partir du moment où vous avez eu des rapports avec l'industrie pharmaceutique, vous perdez inconsciemment votre objectivité. C'est une vraie question. Comment concilier la compétence et l'indépendance? Donc, nous avons cette difficulté. Certains disent que c'est très facile de trouver des experts. Je peux vous dire que pour la fameuse recommandation du diabète, je me tourne vers mes amis de Formadep, je ne sais pas où ils sont, qu'on avait, qu'on est en train de refaire, on a toutes les peines du monde à trouver des diabétologues. Toutes les peines du monde à trouver des diabétologues. Alors c'est quand même embêtant, même si on va in fine avoir une recommandation très centrée médecine générale et très peu centrée nouvelles molécules du diabète, néanmoins c'est embêtant de ne pas avoir au moins la vie. Et le risque, et je termine, le risque il est double pour nous. Premier risque, c'est que les spécialistes d'une discipline, et on a ça en permanence, les spécialistes d'une discipline nous disent votre recommandation elle vaut rien parce que les gens qui l'ont écrite sont des gens qui n'y connaissent rien, ils n'ont aucune publication sur le sujet. Et M. Foucras porte à votre connaissance le fait que j'ai décidé de supprimer des recommandations qui pouvaient être suspectes sur la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. À ce jour, on n'a pas trouvé d'experts rhumatologues. Ils sont tous plus ou moins impliqués dans des expertises. Donc voilà, première difficulté, trouver des experts et faire en sorte que nos recommandations ne soient pas attaquées à l'inverse par les scientifiques qui nous diraient elles ne valent rien. Puis deuxième difficulté, je souhaiterais éviter qu'il y ait un climat d'ostracisation. Le Mediator a fait beaucoup de mal à la confiance que le public a vis-à-vis de ses médecins. Donc,
Je souhaiterais qu'on puisse se parler, c'est pour ça que je suis là. Si vous me demandez pourquoi je suis venu, bon, je savais que la HAS se ferait attaquer. Je suis venu quand même parce que je souhaitais qu'on puisse s'entendre et que vous puissiez comprendre quelles sont mes difficultés, quelles sont nos difficultés. Et plutôt que d'ostraciser les gens, de les montrer du doigt en disant vous êtes tous pourris, vous êtes tous vendus à l'industrie, essayez de trouver des solutions ensemble pour avoir, sur un sujet qui est difficile, et même dans un pays anglo-saxon comme l'Australie, l'Inuit a dit que c'était pas facile, donc sur un sujet qui est difficile, on n'aura sans doute pas la solution optimale, mais essayer de l'approcher le mieux possible. Évidemment, ce n'est pas un péché ni une faute de travailler pour l'industrie. C'est même tout à fait respectable et honorable. Et donc, il n'y a pas de personnes pourries, ou alors il y en a toujours, mais c'est de façon exceptionnelle. Il y en a. Non, mais pas plus qu'ailleurs. C'est évident. Simplement, le seul problème, c'est le conflit d'intérêts et la confusion d'intérêts. Un bon expert qui a travaillé pour l'industrie n'est pas obligatoirement un bon expert en santé publique. C'est pas le même métier, tout simplement. Et quand vous avez du mal à trouver des experts dits indépendants, effectivement, d'abord, vous avez des difficultés parce que vous les avez jamais cherchés avant, et donc quand on a du mal à trouver ce qu'on n'a pas cherché, donc il faut un petit peu de temps. Ça. Et puis peut-être qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Et parce que ce n'est pas obligatoirement les mêmes qui sont pertinents pour conseiller l'industrie sur des développements de médicaments, et ceux qui sont capables de conseiller la HAS ou la société dans le cadre de l'intérêt général des patients. Et c'est vraiment aussi donc notre demande de Pharmadep, à travers les rapports après Mediator, de créer une expertise européenne indépendante, et où on entendrait les experts de l'industrie comme les autres experts, un peu comme le fait Prescrire quand ils vous consultent ou qu'ils consultent d'autres, mais ce n'est pas eux qui décident. Voilà la différence. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on essaie de faire, quand même. Mais que vous avanciez dans ce chemin-là, j'en discute pas. Et puis je crois que le Pharmadep vous y a aidé d'une certaine façon, et qu'il y a une évolution là-dedans. Mais bon, c'est pas une question de morale ou de pourri ou de choses comme ça. C'est juste une question qu'en fait on a confondu, et on confond toujours les deux expertises, et qu'on croit qu'un expert industriel ou pharmaceutique ce sera un bon expert de santé publique, et le Mediator malheureusement a démontré que c'est pas vrai. Les bons experts compétents, ils sont mauvais, ils ont été mauvais puisqu'ils ont battu le Mediator. Donc il y a vraiment des faits examinés. Ma deuxième petite remarque... je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais je sais bien que nous sommes d'accord, après c'est la mise en œuvre. C'est toujours comme ça. Et ma deuxième petite remarque, c'est sur le fait que effectivement vous avez découvert, et c'est vraiment important, hein, que des liens d'intérêt pouvaient influencer le jugement de façon inconsciente. Et c'est ça que je trouve intéressant, et là je suis aussi d'accord avec vous quand vous dites, tout compte fait, c'est pas celui qui a les liens d'intérêt qui peut estimer s'il influence ou pas, c'est l'autre, c'est le récipiendaire, donc les patients à qui on s'adresse, les médecins conformes qui doivent estimer ça. Et je me dis, quand la HAS est une structure scientifique, je me dis, mais bon sang, ces données scientifiques sur l'influence des liens d'intérêt conscientes et inconscientes, elles existent dans la littérature internationale depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on est devant une vraie ignorance de ces connaissances scientifiques, par les experts en particulier, qui font qu'il y a un véritable, c'est même pas de l'ordre du déni, c'est un véritable de l'ordre de l'ignorance scientifique, hein, par rapport aux données que Prescrire diffuse, qui s'accumulent dans la littérature internationale que vous disiez, le New England, le Lancet, le BMJ, toute cette littérature existe et démontre de façon scientifique et avec un niveau de preuve élevé que les conflits d'intérêts, les liens d'intérêt, qu'ils soient petits, grands, importants ou pas, ont une influence. Et dénier cette influence-là, c'est pas simplement la dénier en disant c'est pas vrai, ou faire un amalgame en disant que c'est pourri, c'est vraiment nier une connaissance scientifique dont, à mon avis, la HAS devrait être un des vecteurs et un des porteurs. Alors j'entends vraiment avec un intérêt le fait que vous ayez pris conscience de ça, de cette réalité-là, mais c'est une connaissance scientifique. Et c'est ça que nous, on défend en Pharmadep. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans le fait d'intégrer cette connaissance scientifique de l'influence des conflits d'intérêts à la décision médicale et aux recommandations qui en découlent. Voilà. Alors, puisque nous n'avons pas de représentant de l'industrie pharmaceutique, je vous propose pendant quelques instants d'imaginer que vous êtes un dirigeant de firme pharmaceutique. C'est un exercice, c'est une fiction, on est d'accord. Hein. Mais pourquoi pas ? La firme pharmaceutique, elle est dans un environnement concurrentiel, dans une économie libérale. Il y a des actionnaires à rémunérer,
il y a des salaires à verser, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver. Alors il faut utiliser toutes les ficelles du métier. Et puisqu'une firme pharmaceutique fabrique des médicaments, il faut faire valoir son médicament. Alors les ficelles du métier, c'est d'abord de convaincre des spécialistes, des experts de la qualité du médicament, de l'intérêt du médicament, puis si possible du nouveau médicament. Parce qu'on attend beaucoup de progrès, et tout nouveau, tout beau, il y a des adages comme ça. Donc pour ça, il faut approcher des experts de telle ou telle maladie, telle ou telle famille de médicaments. Alors il y en a bien sûr qu'on va corrompre, tout simplement. Il y en a beaucoup qu'on va approcher gentiment, et à qui on va proposer des satisfactions de participer à la recherche, à la réflexion, au comité de pilotage, au comité de suivi, au brainstorming de ceci ou cela. C'est valorisant, on vient chercher leur avis, c'est chouette. Puis alors, comme ils ont travaillé, on va les inviter au congrès, et alors ils seront contents de rencontrer d'autres spécialistes dont ils ont vu le nom dans le journal. Puis d'ailleurs, on va leur proposer d'avoir eux aussi leur nom dans le journal, parce on va leur proposer d'être associés à la publication de tel ou tel essai dans telle ou telle revue, plus ou moins prestigieuse, et si possible beaucoup prestigieuse, même s'ils n'ont pas beaucoup aidé, mais enfin, on ne va pas les mettre en premier, allez, mais on va les mettre dans les signataires, et quand même, dans le New England Journal de quelque chose, c'est flatteur. Puis on va donc les inviter au congrès, etc. Et puis ils vont être médiatisés. Avec un peu de chance, ils vont venir aussi un jour sur un plateau de télévision pour parler du nouveau médicament, etc. Alors à partir de là, c'est très efficace, parce que bien sûr, autour du spécialiste qui est allé au congrès, etc., qui a signé et tout, il y a d'autres spécialistes moins reconnus, mais enfin qui connaissent quand même et qui se réfèrent à l'avis de celui-là. Et puis de proche en proche, il va y avoir de plus en plus de médecins, en l'occurrence, parce que là on est dans le médicament, et c'est par les médecins que ça passe, par le prescripteur. Il va y avoir de plus en plus de médecins qui sont sous influence de ces leaders d'opinion, ou qui ne sont plus en situation de discuter ou d'aller contre l'opinion générale majoritaire dans le milieu. Alors ensuite, il faut, quand on est industriel du médicament, on a intérêt aussi, bien sûr, à faire croire aux patients que le nouveau médicament, comme l'a dit le professeur Tartampion, est vraiment très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il y a tout un problème de santé avec telle ou telle maladie, par exemple le déficit motivationnel, comme on a vu ce matin, qui est sous-diagnostiqué, qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. C'est tout un problème, c'est très embêtant. Et bon, il paraît qu'il y a un nouveau médicament. Alors on va inviter les journalistes, évidemment, de bonne foi pour la plupart, comme d'habitude, comme tout le monde, à communiquer sur le problème, la maladie et la solution qui arrive. Tout ça c'est licite, on est bien d'accord, tout ça c'est parfaitement autorisé. Bien. Et puis il va falloir influencer aussi les pouvoirs publics pour prendre les bonnes décisions. Alors comment les influencer? Il faut faire voir, encore une fois, tout ce qui est résolu par ce nouveau médicament, qui évidemment doit être autorisé. Alors il faudrait que les agences ne traînent pas trop, parce que quand même, il faut que tout le monde ait accès à ce nouveau médicament innovant qui résout plein de problèmes de santé. Et puis il faudra bien sûr obtenir un prix important pour ce médicament. Donc, faire valoir vraiment l'intérêt de ce médicament. Tous azimuts, c'est logique, et tout ça est légal, tout ça est réglementaire. Alors, on arrête la fiction. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que les industries du médicament ont beaucoup d'influence sur l'ensemble des autres acteurs du domaine du médicament, de la santé, et c'est la règle du jeu actuelle. Mais la règle du jeu, elle peut changer. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 40 ans, les firmes pharmaceutiques étaient beaucoup moins puissantes qu'aujourd'hui. Mais petit à petit, les pouvoirs publics ont sous-traité de plus en plus de choses aux firmes pharmaceutiques. En premier, la recherche, ce qui amène les firmes pharmaceutiques à avoir plein de liens d'intérêt avec plein d'experts qui sont eux-mêmes sous influence, et je viens de vous tracer le tableau. Beaucoup de professionnels de santé ont trouvé que c'était cher d'aller au congrès, que c'était cher de s'abonner à une revue, que c'était cher de ceci, cela, et la firme pharmaceutique apporte les sous. C'est super, voilà, et on va garder notre indépendance parce que les petits cadeaux n'ont pas d'influence, etc. Bien. Donc les firmes pharmaceutiques, ce n'est pas un grand complot, c'est simplement le résultat des règles du jeu actuelles dans notre société. France, Europe, c'est planétaire bien entendu. Ce sont des firmes multinationales et à quelques nuances près, c'est le même problème partout. Alors, question pratique pour soi-même, qu'après on pourra décliner pour d'autres.
pour qui travaille-t-on? Pour qui travaille-t-on? Parce que les soins, c'est du travail. On dit professionnel de santé, c'est un travail. Pour qui travaille-t-on? Est-ce qu'on travaille pour être au micro, devant tout le monde? Il y en a qui aiment bien. Est-ce qu'on travaille pour sa gloriole, voilà, pour se faire plaisir? Est-ce qu'on travaille pour telle ou telle firme de santé? Est-ce qu'on travaille pour les économies de la Sécu? Est-ce qu'on travaille pour celui qui tient les comptes du centre hospitalier? Pour qui travaille-t-on? À prescrire, on pense que tout va mieux quand on se pose la question et qu'on se répond que le soignant est d'abord au service des patients, du patient qu'on a avec soi, en face, à côté, ça dépend. Pour qui travaille-t-on? Et quand on travaille pour le patient, ça va mieux. On peut ensuite poser la question à tout le monde, et notamment à ceux qui viennent causer, là, quand on leur demande leur lien d'intérêt, ben oui, pour qui travaille-t-il? Pour qui travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille pour la firme pharmaceutique qui les invite au congrès, ou est-ce qu'il travaille pour la haute autorité de santé au sein de la commission de la transparence pour donner un avis objectif, impartial, sur tel ou tel nouvel médicament? Pour qui travaille-t-on? Pour qui travaille chacun? On va se poser la question, répondre lucidement, je crois que ça aide à faire la part de beaucoup de choses. Et bien sûr, la proposition de prescrire, c'est que les professionnels de santé travaillent d'abord pour les patients. Et les patients le méritent, bien sûr. C'est la raison d'être des professionnels de santé, et les patients le méritent. Et je crois que tous les professionnels qui ont bien mis en avant, en priorité, le service rendu aux patients, ben, ils s'en trouvent bien. De même que tous ceux qui se sont dit, mais finalement, la visite médicale, il paraît que c'est pas bon, si j'arrête, ben, s'ils arrêtent, ils vont mieux après. Ils vont mieux. Donc, choisissez les patients, choisissez le service rendu aux patients, mettez-vous du côté des patients. Je crois que beaucoup de choses iront mieux. Ce sera long, ce sera parfois difficile, mais c'est la seule solution à notre avis. Et je voulais juste préciser, puisque j'étais effectivement avec Philippe au ministère, là, il a dit écrivain fantôme, l'industrie dicte et les fonctionnaires prennent note. C'est le fonctionnement que nous avons constaté. Attention, dans cette réunion, il y avait manifestement des fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord avec ce processus et qui ont en tête que ce n'est pas une bonne chose. Mais ce sont des personnes qui, manifestement, font tourner la machine, respectent la procédure et le règlement et l'autorité. Et comme l'autorité, manifestement, avait dit que ça se passerait comme ça s'est passé comme ça. Peut-être, donc je voulais faire attention à, toujours quand on globalise, quand on met tout le monde dans le même sac, et puis peut-être aussi que dans les résistances, que Philippe a encouragé, bien entendu, peut-être que parfois chacun, dans son institution, on pourrait peut-être faire un pas en plus pour ne pas faire que servir le fonctionnement de la machine, mais se souvenir à quoi sert la machine. Et là, le ministère de la Santé, c'est la santé, et pas protéger les industries du médicament. J'ai fini. Merci Bruno. Une petite réponse de Madame de Singly. Si tu dis ça avec Monsieur Arousseau juste à ton épaule gauche, c'est peut-être pas un hasard non plus. Non, je sais, mais il peut faire bouger les choses au sein de la HAS, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, je vais commencer par mes conflits d'intérêts. Enfin, disons que je suis un peu comme Bruno, les conflits d'intérêts, c'est surtout des liens. Et tout est cohérent. Je travaille actuellement à l'université. Les contrats de recherche, c'est le gouvernement qui les finance. Je travaille aussi, les 6 derniers mois, j'ai travaillé pour le PBSC, c'est la commission de transparence. Et donc, je veux dire, je suis tenue au secret professionnel. Je suis pas tenue à l'impossibilité de critiquer le PBSC, mais c'est quand même une possibilité. Mais depuis très très longtemps, je suis membre actif d'organisations non lucratives qui luttent pour une information indépendante et contre l'information mensongère des laboratoires pharmaceutiques. C'est d'ailleurs la seule et unique raison pour laquelle je suis partie en Australie. Parce qu'après avoir quitté Prescrire, j'étais invitée à travailler pour Alfie Skepticism, qui à l'époque s'appelait Medical Lobby for Appropriate Marketing. Et donc, je suis partie pour cette raison. J'ai bien aimé le pays, donc j'y suis restée. Et je remercie, donc j'ai aussi un conflit d'intérêts ici. Je suis invitée par l'Agence régionale de santé et que je ne critiquerai pas. Voilà, et je suis je suis une fervente prescririenne depuis le départ. C'est ça qui m'a réconciliée avec le médicament, parce que j'étais désespérée après l'issue de mes études. Je n'avais plus confiance.
Et je suis aussi quelque chose qui m'a aussi beaucoup apporté ces dernières années. Je suis membre d'une organisation de consommateurs en Australie et j'ai beaucoup appris la perspective des consommateurs et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et qui est très fière d'être indépendante des professionnels de santé, des industriels, des pouvoirs publics. Et donc, je pense que c'est aussi un problème pour les organisations de consommateurs de se situer indépendants des autres. Puisque nous, on est aussi dans les cadeaux. Alors, je voudrais faire venir une personne qui a fait le déplacement juste pour cette journée indépendance médicale. Donc j'appelle le docteur Philippe Foucras à venir réceptionner ce petit cadeau. Oui, c'est toi. Pourquoi Philippe Foucras? Parce que je pense que c'est le moteur de beaucoup d'entre nous, même si Médocéan a été créé quand même avant le Formandep. Néanmoins, tu as été le moteur. Et pourquoi on donne un cadeau? Tout simplement parce que Philippe Foucras n'est plus président du Formandep parce que c'est fatigant de se battre et qu'il a souhaité avoir de la relève. Et tout le monde te remercie, Philippe, non seulement d'être venu, mais vraiment, tu fais un boulot absolument incroyable. C'est difficile de travailler dans l'ombre comme ça, non reconnu. Et maintenant, tu es de plus en plus reconnu par la communauté scientifique. Et voilà, donc nous, on t'offre que tu peux ouvrir devant nous. Ça n'explose pas et tu pourras le prendre en cabine lors de ton retour de l'avion. Alors, remarque, tu n'es pas obligé de l'ouvrir tout de suite parce que nous avons un deuxième cadeau. Alors, même papier, orange, même ruban. Alors, celui-là, c'est pour une autre personne. Il s'agit ni plus ni moins du professeur Arousseau, que je demande de venir. Alors, ce n'est pas tellement au professeur Arousseau que nous donnons ce cadeau. C'est au président de la Haute Autorité de Santé. Et d'ailleurs, ce cadeau est destiné à la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc vous pouvez aussi, on est bientôt en période de fête, vous pouvez... Donc je vous laisse ouvrir ce petit cadeau qui sont un petit peu symboliques. Comment ? Et puis en attendant qu'ils ouvrent et qu'on voit leur réaction en direct, nous aurons pour terminer une vidéo faite par Marc Zafran. Marc Zafran, ça vous dit rien, c'est normal, c'est un nom. Le nom d'emprunt, c'est Marc Vinclair. Martin Vinclair. Une vidéo qui va servir un peu de conclusion. Ne vous battez pas. Déjà, on a cru que vous alliez vous paxer tout à l'heure. Voilà. C'est un petit peu pour que vous mettiez vos horloges au même rythme. Certains sont en avance, certains sont en retard. Mettez-vous à la même heure, qu'on dirait. Et je recommande vivement à tous ceux qui ne le sont pas de s'abonner à la revue Prescrire et de s'y abonner à la forme électronique parce que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Parce qu'ils auront accès absolument à toute la base de données de Prescrire depuis 30 ans, depuis 33 ans, ce qui est quand même pas rien. Deuxièmement, de s'abonner à d'autres revues francophones ou à des sites francophones, comme par exemple un certain nombre de revues ou de sites québécois. Il y en a qui sont indépendants et qui n'ont pas de publicité, et il y en a beaucoup qui publient des choses en français. Et troisièmement, de se fédérer. Je conseillerais aux médecins généralistes, à tous les médecins généralistes, que ce soit ceux de la Réunion ou que ce soit ceux de toute la France, de se fédérer en un réseau d'informations scientifiques qui ne publierait et ne diffuserait que des informations scientifiques concernant la médecine générale, sous la forme d'un blog, d'un site internet, c'est très facile à faire, ou d'une feuille de chou de 4 pages PDF qu'on peut, si on veut, imprimer ou ne pas imprimer et lire sur sa tablette ou sur son ordinateur, qui serait publiée, mettons, tous les 15 jours ou tous les mois, dans laquelle il y aurait des informations très courtes, pertinentes par rapport à l'exercice de la médecine, en particulier sur le médicament ou sur les thérapeutiques ou sur les tests diagnostiques.
faire l'état des débats. Faut-il ou non dépister le cancer de la prostate? Il y a un débat dont on peut faire état. Il y a des synthèses et des analyses dont on peut faire état, et les conclusions sont relativement claires, à condition d'avoir fait le travail. Pour se fédérer et faire une chose comme ça, il faut que, mettons, une dizaine de personnes soient volontaires pour ramasser l'information, la synthétiser, la mettre en ligne, et que, par exemple, tous les autres cotisent pour que ça paye les frais de ces 10 personnes qui vont faire le travail. Et puis ça peut tourner. On n'est pas obligé de faire, une structure qui est une structure lourde, administrative, comme une vraie revue. Ça peut être une association, ça peut être quelque chose dans lequel les bonnes volontés arrivent et puis prennent la place de ceux qui sont fatigués. L'idéal étant que l'état d'esprit soit le même pour tout le monde. Alors donc ça nécessite de faire une sorte de petite charte au départ de qu'est-ce qu'on fait pas, à quoi ça sert, pourquoi on le fait, qui peut participer.